Voilà exactement l'aire d'atterrissage où nous allons nous poser, comme se posent et comme vont se poser les délégués FLN venant de Genève, exactement sur la croix. En janvier 1961, les Français approuvent largement par référendum le principe d'autodétermination des populations algériennes. Ainsi, dès le mois de mai de la même année, des négociations ont été entamées à Évian entre une délégation française, emmenée par Louis Jox, et une délégation algérienne, emmenée par Krim Belkacem. Les négociations entre le gouvernement français et la direction du FLN ont été particulièrement longues puisqu'elles ont duré 15 mois, entre janvier 1961 et le 18 mars 1962, date de signature des accords d'Évian. L'accord conclu lors de cette ultime rencontre doit s'avérer décisif dans la résolution d'un conflit que l'on ne nomme pas encore guerre d'Algérie, mais qui oppose depuis 1954 l'armée française aux indépendantistes algériens. Comme le prévoit le texte co-signé par le gouvernement français et le FLN, le cessez-le-feu entre en vigueur le 19 mars. Il doit mettre fin à près de 8 ans de conflit dans lesquels auront été engagés plus d'1 million de jeunes Français appelés au service militaire. Alors quand la guerre d'Algérie a commencé le 1er novembre 1954, il y avait déjà non seulement des soldats de métier, mais également des appelés, et même des appelés métropolitains, donc qui faisaient leur service en territoire algérien. Le gouvernement, à partir de 1956, recourt systématiquement à l'envoi des appelés du service militaire directement pour faire leur service militaire en Algérie. Et d'autre part, étant donné les effectifs nécessaires, eh bien, il a été jugé indispensable de maintenir donc les appelés au-delà de la durée légale du service militaire. Et donc, en pratique, quand les appelés étaient envoyés en Algérie, ils ne savaient même pas quand ils seraient libérés. Soucieuse des dangers encourus par ces jeunes appelés du contingent, la population accueille plutôt bien la nouvelle du cessez-le-feu. On espère alors que les accords d'Évian mettront un terme au combat et permettront le retour des soldats français. Oui, j'ai appris hier soir avec ma famille le cessez-le-feu et ma foi, nous avons tous été bien soulagés et heureux pour tout le monde. Qu'est-ce que vous espérez de ce cessez-le-feu, madame? Eh bien, j'espère que c'est le point de départ d'une meilleure période et que tout va s'arranger et que, ma foi, le sang cessera de couler. En Algérie, l'accueil des accords d'Évian est plus mitigé qu'en métropole. Côté algérien, on se réjouit naturellement, mais les manifestations restent modérées. Il ne s'agit que d'une étape et l'on se réserve pour la déclaration d'indépendance tant attendue. Servant à l'époque sous les drapeaux français, des milliers de harkis s'inquiètent du traitement qui leur sera réservé à l'issue de la guerre. Le mot harki a pris, à partir de 1962, un sens nouveau. On l'a appliqué à tous les musulmans qui avaient participé à l'action de l'armée française, à quelque titre que ce soit. Donc tous les statuts ont été confondus sous le nom de harki. Parmi les clauses fondamentales des accords d'Évian, il y avait une clause d'amnistie générale pour tous les actes commis donc dans le cadre de la guerre d'Algérie par les deux côtés. Et donc cela s'appliquait aux harkis. Donc le fait d'avoir porté les armes de la France contre d'autres Algériens, eh bien, n'était absolument pas considéré comme un acte punissable. Et une fois qu'il n'y aura plus de combat, alors qu'est-ce qu'ils vont faire de tous ces harkis là, de tous ces magasins et tout ça? Est-ce que vous croyez que votre vie serait en danger à ce moment-là? Oh, ma vie. Oui. Puisque j'ai servi les drapeaux. Je travaillais sous les drapeaux français. Hein. Comme le redoutait ce lieutenant, les accords d'Évian ne suffiront pas à protéger les harkis. Abandonnés par les autorités françaises, la plupart d'entre eux seront massacrés. Certains pourront cependant être rapatriés. D'autres, grâce au courage et à la désobéissance de quelques officiers, prendront un bateau pour la France. Pour eux, le 19 mars est un prélude à l'exil. L'avenir devient tout aussi incertain pour les Européens résidant en Algérie. Le FLN enlève et assassine plusieurs milliers d'entre eux. Craignant pour leur vie, ceux que l'on appelle les pieds noirs fuient un territoire où ils sont installés depuis plusieurs générations. Est-ce que vous pensez rester définitivement en France? Monsieur, le problème est tellement difficile. Oui, vous ne savez pas encore. Si vraiment il y avait l'indépendance, c'est impossible de retourner. C'est ça. C'est impossible. C'est pourquoi les femmes et les enfants viennent. Et comment était la situation au moment de votre départ? Affreuse, monsieur. On ne peut pas dire autre chose. C'est terrible.
C'est terrible, ce qui se passe, c'est affreux. On ne peut pas trouver de mots pour exprimer exactement ce qu'il y a, aussi bien pour nous que pour eux. Le gouvernement français, eh bien, il était dans une situation embarrassante puisqu'il voulait absolument que les accords d'Évian soient exécutés, dans la mesure où c'était indispensable pour arriver à dégager la France de l'Algérie et mettre fin à la guerre. Mais d'un autre côté, il était quand même responsable de la sécurité de ses ressortissants en Algérie. Donc il a été amené à avoir une attitude complexe qui n'a satisfait personne. Les responsables sur place de l'armée française étaient tentés d'intervenir pour protéger leurs compatriotes, mais il ne fallait pas que ça aille jusqu'à rompre le cessez-le-feu et ainsi empêcher le gouvernement français de mettre fin à la guerre. Pendant que certains fuient l'Algérie, d'autres opposent une résistance armée au processus d'indépendance. C'est le cas de l'organisation de l'armée secrète qui se retranche et commet des attentats dans certains quartiers. Monsieur, vous êtes musulman? Oui. On dit que tous les musulmans sont nationalistes. Vous ne l'êtes pas, vous? Non, moi non. Pourquoi? Parce que je suis avec l'Algérie française. Vous faites partie de l'OAS, paraît-il? Oui. Et alors, vous vivez où? Dans un quartier européen ou dans un quartier musulman? Un quartier européen. Comme le prévoient les accords d'Évian, l'armée française assure la sécurité du pays jusqu'à son désengagement final. Les soldats français affrontent ainsi leurs compatriotes, défenseurs de l'Algérie française, dans ce qui s'apparente à un combat fratricide. Malgré le cessez-le-feu, le bilan humain continue de s'alourdir. Alors, en particulier à Alger, l'OAS avait non seulement annoncé qu'elle refusait le cessez-le-feu, puisqu'il avait été signé contre le vœu de la grande majorité de la population française d'Algérie. Donc l'OAS a du coup ordonné aux forces françaises de cesser d'obéir au gouvernement et de la rejoindre. Et bien entendu, la très grande majorité des forces françaises n'a pas obéi à l'OAS. Dès le 23 mars 1962, un début d'insurrection dans le quartier européen de Bab el-Oued, donc faubourg d'Alger, a été brisé par une contre-offensive militaire extrêmement brutale. Et 3 jours après, la population algéroise qui manifestait rue d'Isly et qui voulait enfoncer un barrage pour marcher vers Bab el-Oued a été victime d'une fusillade extrêmement meurtrière qui a fait plusieurs dizaines de morts et des centaines de blessés. Bien que les tensions persistent, les Algériens sont appelés à s'exprimer dans les urnes le 1er juillet 1962 au sujet de leur indépendance. Sur ce panneau qui respectueusement, vous le savez, nous baptisons fromage, nous avons indiqué les pourcentages de oui et de non par rapport au suffrage exprimé. 4 jours plus tard, le 5 juillet 1962, l'indépendance de l'Algérie est proclamée. Dans les rues d'Alger, la foule en liesse célèbre l'autodétermination acquise au prix des combats. En France, l'émancipation de l'Algérie marque la fin d'une époque. Plusieurs centaines de milliers de Français sont rapatriés de ce qui était la plus vieille colonie de peuplement sur le continent africain. Pour toute une génération, c'est surtout la fin d'un engagement militaire parfois traumatisant. Personne ne pouvait être satisfait de la manière dont les choses s'étaient passées et dont elles s'étaient terminées. C'est la grande différence, en particulier, entre les accords d'Évian et les grandes commémorations de la fin des guerres précédentes. Dans les 2 cas, il y avait un fait très important, c'est qu'une date, donc le 11 novembre ou le 8 mai, pouvait mettre d'accord tous les Français, qu'ils soient des patriotes voulant fêter la victoire ou des pacifistes voulant célébrer le retour de la paix. Mais dans le cas de la guerre d'Algérie, le 19 mars, eh bien, c'était pas du tout la même chose. Les accords d'Évian prétendaient mettre fin à la guerre, mais en réalité n'ont pas réussi à y mettre fin réellement avant plusieurs mois. Le 19 mars permet la démobilisation progressive de plusieurs classes d'appelés et marque bien une étape essentielle dans ce que la loi du 18 octobre 1999 reconnaît enfin comme la guerre d'Algérie. Il faut ensuite attendre 2002 pour qu'un monument national soit érigé en mémoire des soldats français morts pendant la guerre d'Algérie. En 2012, le 19 mars devient ainsi la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. S'ils n'ont pas mis un terme au conflit,
Les accords d'Évian auront amorcé la fin d'une période douloureuse, dont la mémoire est encore vive de part et d'autre de la Méditerranée.